Sinyan Boumé, Meyan Boussine. Inutile de me regarder avec vos yeux de merlanfrie, parce que oui, c'est bien du mandarin. Mesdames et messieurs, bonjour. Figurez-vous que la traduction exacte de Sinyan Boumé, Meyan Boussine n'est autre que ceci. Cette fois-ci, c'est en Chine antique, 4 siècles avant Jésus-Christ, que l'on est parti dénicher l'intitulé du jour. Cette assertion a vu le jour dans une Chine prospère et sereine, dans un contexte politique et économique aux antipodes de celui de nos sociétés contemporaines. Vous comprendrez bien que les temps ont bien changé depuis. Et cette citation s'inscrit dans la doctrine taoïste, une religion reposant sur le principe de passivité productive, de la préférence de l'état naturel à la civilisation, mais aussi et surtout sur le fait que la sincérité ne se dit pas mais se vit. Tout ça pour vous montrer l'incompatibilité d'un tel courant de pensée avec les sociétés complexes que nous avons bâties. Si Lao Tse, auteur de notre phrase du jour, défend une sincérité muette, c'est parce que 4 siècles avant Jésus-Christ, la Chine, à l'instar des autres pays, ne connaissait que plénitude comme situation. Dans ce cadre, l'homme ne ressentait pas le besoin pressant de savoir l'autre sincère, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Dans le monde meurtri dans lequel nous vivons, l'homme, après avoir été témoin de la cruauté de ses pères en Afrique, après avoir vu les monstruosités commises par ses frères au Moyen-Orient, après avoir assisté au génocide commis par l'autre contre sa propre race, l'homme, disais-je, a compris que l'on assistait à l'embrasement des dernières braises d'humanité au fond de la machine humaine. L'homme a donc eu besoin d'être rassuré. Rassuré quant aux intentions de l'autre à son égard, rassuré quant à la sincérité de l'autre qui semble n'être plus qu'en fer. Alors, l'homme utilisa le verbe pour assurer cette tâche. Et c'est ainsi que sincérité épousa élégance en matière de mots. La sincérité devient alors fable du langage et quintessence de toute parole élégante et désirée. Tout propos dépourvu de sincérité, quoiqu'il fût élégant, était automatiquement rejeté. Dans ce contexte, l'élégance devient cette grandeur d'âme qui témoigne de sa délicatesse et de ce qui la peuple et qui incite l'homme à être sincère à l'égard de l'autre. L'élégance prend alors source au fond de ce qui nous compose, à l'intérieur, et éclabousse nos propos et paroles de sincérité à l'extérieur. Les mots ne servent plus que d'outils afin d'exprimer notre sincérité avec élégance. L'élégance, justement, c'est cet art qui consiste à dire les choses presque instinctivement, à laisser s'exprimer son cœur, et en ne révélant que ce qui effleure élégamment l'attention à lui, même si c'est pour annoncer la plus triste des nouvelles. La elegancia, comme disait José Martinez, es abrir el corazón, ouvrir son cœur. Oui, c'est ça. L'élégance n'est qu'émanation subtile de la sincérité. L'élégance devient vêtement pour cette sincérité. L'élégance redore le blason de la sincérité. L'élégance habite les propos et les mots pour l'exprimer, cette sincérité. L'élégance nourrit ce plaisir visuel inconscient de voir couler les phrases équilibrées, pampantes et bien équilibrées. L'élégance, inépuisable vague, portant un message plein de sincérité. L'élégance des mots, le flux incessant des phrases qui dévalent les autoroutes de la vérité pour faire naître la sincérité. L'élégance, cette élégance nourrit le tourbillon d'une langue riche, une langue qui au final n'attend qu'une chose, que son façonneur lui fasse l'amour. Merci. L'homme a aujourd'hui besoin d'être rassuré, peut-être. Mais cela ne signifie pas qu'il a besoin qu'on lui jette des belles paroles, mais qui sont fausses. Ce serait comme lui mettre du sable dans les yeux. Toutes les religions, les grandes pensées, les lettres et les arts soulignent la grandeur et la noblesse des paroles sincères. Déjà le Coran, notre livre sacré, souligne la parole divine comme parole sincère suprême. La psychanalyse, elle aussi, est considérée comme une thérapie basée sur les paroles sincères, vu qu'elles y sont le fruit de la guérison du patient. De plus, plusieurs formes artistiques et littéraires utilisent celles-ci comme support fondamental de leurs expressions respectives. Or, qu'en est-il des paroles élégantes mais pas sincères, qui est ici le thème de notre débat? Chère audience, honorable jury, camarades opposants, bon après-midi. Je ne saurais vous décrire mon immense joie de remonter à nouveau dans ce pupitre sacré, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois.
Et je suis très content d'être opposé à une équipe aussi forte que celle-ci. Mais bon, revenons-en à notre sujet. Où nous mène le manque de franchise? C'est donc si dur que cela de dire droit dans les yeux ce que l'on pense, plutôt que d'en parler sincèrement à tout le monde, mais de le maquiller devant le principal intéressé. Tels sont les actes de l'hypocrite. Certes, la franchise demande beaucoup de courage, mais je comprends que plusieurs gens n'en ont pas malheureusement. Personnellement, je suis allergique à ce genre de comportement. Se rendre compte qu'autour de nous existent des gens qui jouent la comédie est vraiment déplorable. En effet, la parole de l'hypocrite est belle, mais en revanche, son intérieur est rebelle. Comme il n'a pas de point d'appui solide dans ce qu'il dit, celui-ci reste perplexe selon la personne avec qui il converse. Mais pourquoi? Pourquoi se donner autant de mal? Pourquoi mentir autant? C'est là où certains spécialistes expliquent ceci par le fait qu'elles sont devenues une sorte de manière de vivre, de seconde nature pour ces hypocrites. Mais attention, chers opposants, je ne veux pas dire que l'hypocrisie est maléfique. Comme toute chose, elle a des inconvénients et des avantages. Et même, dans notre société, l'hypocrisie est devenue un pilier fondamental de la maintenance de la paix dans la société. Mais bon, chère audience, permettez-moi de vous démontrer la vulnérabilité des paroles élégantes, qu'elles ne sont pas sincères. Faisons tous ensemble un retour en arrière dans l'histoire et permettez-moi d'évoquer la poésie arabe pré-islamique. Celle-ci avait souvent usé des paroles élégantes comme moyen de flatter l'ego des personnes influentes, ce qui a constitué par la suite un genre poétique à part entière, la poésie de louange. Chaque jour, les poètes arabes venaient réciter des poèmes qui portent sur l'éloge des chefs de tribus et de clans pour unique but, se soutirer des dons et des cadeaux. On a souvent lié par la suite cette poésie à une grande hypocrisie. Vous l'avez donc compris, chère audience, les paroles élégantes ne sont pas nécessairement sincères. Chers opposants, si vous avez entendu ma camarade, vous aurez su qu'elle parlait en fait de sincérité et pas de sorte d'élégance et de sable dans les yeux. Vous avez parlé de poète, eh bien écoutez-moi parce que je vais vous parler d'un autre poète. Et là, je parle de Victor Hugo, écoutez-moi bien. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai voiture. Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je suis sûre que ces quelques vers magnifiques vous rappellent quelque chose et quelqu'un. Bien sûr, il s'agit du grand Victor Hugo, indéniablement l'une des figures les plus importantes de la littérature française. Et oui, il s'agit bien de Demain dès l'aube, le poème qu'il a composé pour sa fille Léopoldine après sa mort. Cher auditoire, c'est cette élégance dans chaque vers, cette beauté dans le détail de chaque mot qui nous renseigne, non pas seulement sur la sincérité et la véracité du sentiment, mais également sa profondeur. Hugo pleure une perte atroce. Il exprime ses tristesses pesantes, ses détresses accablantes, par la plus recherchée des manières et la plus élégante des façons. Pourrez-vous dire que ces paroles ne sont pas sincères pour autant? Mesdames et messieurs, parfois nous ressentons si profondément que des mots simples ou pas élégants ne sont pas suffisants pour justement être sincères. Nous avons besoin de puissance dans nos dires, de puissance dans les mots, de la puissance de la rhétorique. Y a-t-il plus puissant et plus élégant que la rhétorique? Vous avez parlé de poètes, eh bien, je vous parle aussi de poètes. Les artistes, chanteurs, écrivains ou poètes qu'ils soient, ont toujours utilisé les meilleures formes du discours pour exprimer les plus sincères des sentiments. Et là, je pense à beaucoup de personnes. Je pense à Mahmoud Darwish qui pleura sa terre et sa patrie. Je pense à Faiza Ahmed qui chanta l'amour et l'éternelle gratitude pour sa mère. Je pense à Hassan Boutabit qui chérissa notre prophète. Et puis je pense à vous, chers camarades, en étant en train de déclarer votre flamme à quelqu'un. Et puis je pense à nous tous, je pense à l'être humain cet être humain qui a dû changer sa langue, la développer chaque fois qu'il a ressenti un nouveau sentiment.
et que ses paroles n'étaient plus assez fortes et plus assez suffisantes, hélas. Merci. Chers opposants, elle a parlé de sincérité, oui. Et si vous l'avez écoutée, elle a parlé de la pseudo-sincérité qu'il y a dans l'élégance des belles paroles. Est-il bon de dire la vérité? Annoncer sa mort prochaine à ses proches, dévoiler les travers d'un collègue ou la sexualité d'un homme public. Nous sommes tous libres de mentir dès que nous prenons la parole. Et ce pouvoir est formidable, n'est-ce pas, chers opposants? Cette liberté de mentir peut s'avérer très utile. Elle a déjà sauvé des hommes. En effet, toute révélation a des conséquences néfastes. On ne ment pas pour mentir, mais pour en tirer profit, pour ne pas blesser une personne. On peut mentir innocemment, gentiment, de bonne foi. Le médecin, par exemple, sachant que la vérité aggraverait l'état de son patient, préfère mentir pour ne pas le blesser. Que celle ou celui qui n'a jamais, dans notre société, on est amené à ne pas être sincère. Comment dirais-je? À maquiller notre parole pour vivre dans cette dernière, pour ne pas froisser les quêtes à qui on tient. Le monde actuel n'est plus qu'un... Le monde actuel n'est plus qu'un théâtre. Rien ne semble réel dans un monde focalisé sur l'apparence. Que celle ou celui qui n'a jamais été hypocrite, même une seule fois dans sa vie, me jette une pierre. Malgré les cris d'orfraie et les protestations pudiques de certains, l'hypocrisie sociale ou la diplomatie reste un élément nécessaire au fonctionnement de la société. Si le monde n'est pas à feu ou à sang, si les gens ne s'entretuent pas pour un oui ou un non, c'est parce qu'il y a une bonne dose d'hypocrisie dans nos relations et même dans les relations entre les États. Combien de fois avions-nous dû rassurer une personne de notre connaissance que sa tenue était parfaitement réussie et adaptée à cette fête, alors qu'à son apparition, on voulait juste lui demander pourquoi. Autant de fois que nécessaire, par amitié, par connivence, par complaisance, nous adaptons tous une attitude hypocrite les uns envers les autres. Parce que la vie en société implique que l'on vive sur des compromis. Arrondir les angles et se retenir de dire ce que le fond... Arrondir les angles et se retenir d'exprimer le fond de nos pensées peuvent se révéler salvateurs. Parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction le vent peut tourner. Il vaut mieux préserver une paix sociale et ne pas avoir trop de positions tranchées. Et cela, les États l'ont compris depuis assez longtemps. À quoi croyez-vous, chers opposants, que la diplomatie et tout ce qu'elle implique sert? La diplomatie sert à instaurer la paix sociale entre les États et les peuples du monde. Les Nations Unies et manières de faire du monde diplomatique ne servent qu'à habiller, dans des termes recherchés et polis, ce que la franchise empêche les dirigeants de dire. Franchement, imaginez-vous, chers opposants, un monde dans lequel les dirigeants disent ce qu'ils pensent franchement et réellement d'autres peuples et d'autres États. Par pure hypocrisie, et assez souvent, le Conseil des Nations Unies condamne et pleure une tragédie dans une région du monde, mais ne lèvera pas le petit doigt pour résoudre définitivement ce problème. Ouvrez bien les yeux, chers opposants, et constatez de même qu'une dose d'hypocrisie est nécessaire à la vie de société et aux relations internationales pour qu'une paix règne. Et comme a dit Victor Hugo, les hypocrites les plus doux sont les plus redoutables. Les masques de velours sont toujours noirs. Merci. Très cher opposant, c'est très beau comme texte, hein, mis à part quelques phrases. J'aurais juré l'avoir lu quelque part. avarapatara.mondoblog.org. Bonjour. Avant tout, posons les points sur les i. Vous avez parlé d'hypocrisie. Eh bien, malheureusement pour vous, vous confondez être hypocrite et être gentil pour ne pas blesser les sentiments d'autrui. Et déjà, c'est ça la sincérité comme définition.
C'est une expression fidèle des sentiments, tout en prenant en considération les sentiments d'autrui. Ce qui est loin d'ailleurs du terme franchise, qui veut dire expression des sentiments tels qu'ils sont. N'avez-vous jamais trouvé élégante une personne qui ne vous ment jamais? Une personne qui a été et sera toujours sincère avec vous? Une personne une personne de confiance que vous pouvez consulter à n'importe quelle occasion et être sûr et certain de recevoir une réponse sincère? Eh bien, chers opposants, vous pouvez le nier tant que vous le voulez. Mais la sincérité d'une personne la rend automatiquement élégante aux yeux des autres. When pure sincerity forms within, it is outwardly realized in others' hearts. Quand la pure sincérité se forme en nous, elle se reflète sur les cœurs des autres. Fin de citation, Lao Tzu. Oui, j'ai bien dit Lao Tzu, qui disait dans un premier temps que les paroles sincères ne sont pas élégantes et les paroles élégantes ne sont pas sincères, puis qui s'est ensuite contredit en admettant que la sincérité touche directement au cœur des autres. Et comme nous le savons tous, on ne peut toucher au cœur, aux sentiments, aux émotions des autres qu'en étant aussi beau intérieurement qu'extérieurement, qu'en ayant du chic, qu'en ayant une certaine pureté, une certaine liberté dans l'expression, qu'en ayant de l'élégance. Et en parlant toujours de la liberté d'expression, de la liberté tout court, que nous avons tant réclamé comme étant un droit et un bien inévitable, elle s'avère être liée et attachée à l'élégance. Comme le dirait déjà bien Gaëtan Faussaire, la liberté, c'est pouvoir dire ce que l'on pense avec élégance. Fin de citation. Lao Tzu s'est exprimé aussi élégamment que sincèrement à travers une aussi belle citation. Et comme l'a déjà cité ma coéquipière, plusieurs écrivains, chanteurs, poètes ont délivré leurs cœurs et âmes dans des écrits où ils expriment leurs sentiments, leurs émotions, leur amour avec tant de sincérité que d'élégance. Même vous, oui, je m'adresse à vous, chers opposants, qui vous tenez derrière ce pupitre aujourd'hui, vous défendez vos idées, vos convictions, votre point de vue, avec tant de sincérité que d'élégance, à travers de beaux textes et de belles paroles. Car oui, je pense que vos paroles sont élégantes. Oui, je pense que vos paroles sont sincères, même si je ne pense guère que celles-ci sont vraies, car bien évidemment, il y a une très très grande différence entre la sincérité et la vérité objective. Comme ce que je viens de vous dire, là maintenant, est aussi sincère qu'élégant, n'est-ce pas? Les petits speeches de monsieur le directeur à la fin de chaque débat, ils sont assez sincères qu'élégants. Comme l'a si bien dit André Gide, nos actes les plus sincères sont aussi les plus calculés. Fin de citation. Mesdames et messieurs, il en va de même pour nos paroles. Merci. Si vous aviez écouté mon camarade, vous auriez alors compris que l'hypocrisie sociale est devenue la gentillesse dont vous avez tellement besoin, dont vous avez l'air d'en avoir tellement besoin, chers opposants. Mesdames et messieurs, chers opposants et honorables jurys, dans quel domaine les paroles et le mensonge sont-ils devenus les plus courants? Qui sont ceux qui ne cessent de nous répéter de belles paroles, qui vous font des promesses en l'air et qui se prennent pour l'élite destinée à nous gouverner? Oui, il s'agit très bien des politiciens. Et comme l'a si bien dit Jean Rostand, on ne flétrit le mensonge d'hier que pour flatter le mensonge d'aujourd'hui. Et ce, chère audience, à l'aide de ces trois choses-là: la communication, la propagande et la manipulation. En politique, ces trois choses-là sont des outils utilisés par les politiciens pour contrôler et modeler l'opinion publique, et cela par l'intermédiaire des médias et des médias de masse et des publicités. En effet, la propagation du phénomène de communication mène inévitablement à une manipulation de masse, c'est-à-dire le pouvoir d'influencer et de transformer les idées et le comportement des citoyens sans qu'ils en aient confiance, et cela en s'adressant à leurs émotions plutôt qu'à leur raison. En faisant l'usage du mensonge et des paroles élégantes sans aucune vraie trace de vérité. Remarquez donc, chers camarades,
que même lorsqu'il s'agit de dénoncer des faits, la politique usera de cette communication qui est en soi une forme renouvelée de la manipulation pour reformer la réalité au détriment de la vérité. Pour vous illustrer un peu ce que je viens de dire, je prendrai comme exemple le cas de Roman Polanski. Alors, qui est Roman Polanski? Car si pour les personnes de 40 ans, le nom de Roman Polanski est souvent connu, ce personnage pour les jeunes générations n'est pas forcément familier. Roman Polanski, né en 1933, est un réalisateur de films de renommée internationale. Parmi ses films les plus cultes, Le Pianiste, pour les connaisseurs. En février 2017, il fut élu pour présider la cérémonie des Césars. Ce choix déclenche immédiatement des vagues de protestation et de colère. Pourquoi, vous me demanderez? C'est très simple. En 1977, pour les besoins d'une séance photo, Roman était en compagnie de Samantha Gamer, une petite fille de 13 ans. Après la séance photo, Roman lui fait boire du champagne, la drogue, puis la viole. Il fut jugé alors pour acte de pédophilie et fuit courageusement les États-Unis avant l'annonce de son verdict pour se réfugier en Grande-Bretagne puis en France. Sinistre affaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas si élégant que ça. Voyons voir ce qu'on dit là-dessus à la radio. Le scandale, il est dans le fait que cet homme de 76 ans qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert de la violence et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle. Le scandale, c'est d'arrêter un homme de plus de 40 ans après les faits. Au bout de 30 ans, il y a prescription. Le temps efface les crimes. Bernard-Henri Lévy, écrivain et personnalité publique. En quoi est-ce que cela justifie pour vous de violer des petites filles de 13 ans? Et nos politiciens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Roman Polanski est un homme merveilleux. Et de le voir ainsi, jeté en pâture, pour une histoire ancienne qui n'a pas vraiment de sens, c'est absolument épouvantable. Des politiciens qui défendent des pédophiles, pourquoi est-ce que cela ne me choque plus? En fait, le problème que j'ai avec ces personnes-là, c'est qu'ils veulent à tout prix dédramatiser cette affaire de pédophilie et faire croire que ce que Roman Polanski a fait n'est pas si grave que ça. Ce que Roman Polanski a fait est grave, très grave, gravissime. Il a drogué et violé une petite fille de 13 ans. C'est impardonnable, c'est inexcusable. Je n'en ai rien à faire que tous ces incapables du show business ou de ces politiciens prennent sa défense. Car figurez-vous qu'au moment des faits, cela était déjà le cas. Ils ont même essayé de faire porter le chapeau à Samantha Gamer. Elle a été traitée de tous les noms, notamment de l'opportuniste qui voulait profiter du célèbre réalisateur. Pour conclure, les paroles élégantes ne sont pas vraies, loin de là, mais en plus elles sont dangereuses. Et oui, et ont été élevés au rang d'art et de profession, utilisés pour duper les esprits naïfs et idéalistes comme vous. Et le comble du comble, c'est que vous essayez d'attirer notre chère audience dans ce même piège. Et merci. Opposant, le sujet stipule que les paroles sincères ne sont pas élégantes, non pas les vérités, parce que oui, malheureusement, la vérité diffère de la sincérité. Et si vous avez bâti tous vos arguments sur la vérité, alors j'ai envie de vous dire que vous êtes mal barré. Suivez mes paroles et vous allez comprendre. Ah oui, et vous nous avez dit d'imaginer un monde où les dirigeants sont sincères. J'ai même pas besoin d'imaginer parce que si vous saviez un minimum l'histoire de votre pays, vous aurez su que Feu Hassan II pouvait très bien être sincère et dire ce qu'il pense tout en étant élégant. Messieurs, dames, les membres du jury, j'ai là, face à vous, un peu moins de 3 minutes pour prouver ma sincérité. Et j'espère que vous ne vous contenterez pas d'entendre mes dires, mais que vous seriez capable d'utiliser ces quelques mots pour intercepter la sincérité qui en a accouché. Les paroles élégantes ne sont pas sincères. On traite alors l'élégance de la parole, la rhétorique, l'éloquence ou, comme a dit Quintilien, la science de bien dire. C'est sur cette interprétation que se fonde la revendication d'une moralité inhérente à l'éloquence, l'exigence du ralliement de la vertu à la rhétorique. La vertu se présente alors comme étant
La vertu se présente alors comme étant une adéquation des parties de l'être. Et puisque le fait d'être d'accord avec soi-même sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire est le socle même de la vertu, alors ça restera incontestablement une vertu lorsqu'il s'agira de ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Pour la simple et unique raison que l'on ne peut bien parler sans l'aide de la raison, sans pouvoir trancher entre le bien et le mal, sans pouvoir trancher entre la certitude et l'erreur. Je vois bien qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà perdu le fil, et d'autres qui n'ont écouté que ma première phrase. Alors, pour faire simple, je dirais que les paroles élégantes, quelles qu'elles soient, sont indices de vertu, chose qui les case automatiquement auprès des autres valeurs de l'homme, notamment la sincérité, ce qui fait que les actes émanant de cet art de bien parler sont, dans la majorité des cas, l'œuvre d'une sincérité vertueuse. Les paroles sincères ne sont pas élégantes. Hymne à la transparence, pensée dénudée de toute insouciance, dévêtue du travestissement de l'homme, de la nature et du temps, fruit divin tout droit sorti du jardin d'Éden, glorifié et prisé tel un Graal de la nature humaine. Vous l'avez bien deviné, c'est la sincérité très chère. Miroir de l'être, langue du cœur. S'aimant au hasard la joie et les désastres, gouvernant tout et ne répondant de rien. Voilà la sincérité, aussi crue qu'elle peut être et aussi sincère qu'elle pourrait se présenter. La sincérité, c'est dire la vérité telle qu'on la ressent, tout en ouvrant le dialogue sur la sensibilité de l'autre et en pesant chaque mot pour alléger au mieux que l'on peut le fardeau de notre vérité. Mais cet acte-là, cette manière d'aborder une transmission atténuée, se doit de relever d'un minimum de maîtrise de la langue, à la fois claire et fluide, riche et simple, sensée de fond et élégante de forme. L'abbé Prévost l'avait bien dit dans sa fameuse citation, je cite, « La sincérité et la douceur qui accompagnent le langage ont plus de force que tous les raisonnements pour se faire entendre. » Merci. Sincérité. Selon le dictionnaire Larousse, authenticité, absence de trucage, fidélité à la réalité. Donc vérité, chers opposants. Corrigez vos définitions avant de venir me corriger les miennes. Si vous n'êtes pas capable d'encaisser une réalité sans qu'on vous enrobe les paroles de miel, alors le problème vient de vous, chers opposants. Nul doute que ce sujet nous concerne tous, car il relève de notre quotidien. En effet, il a plusieurs dimensions, individuelles, sociales et politiques. Commençons par le plan individuel. Range ta chambre. Qu'est-ce que c'est que cette note? Arrête avec ton téléphone. Et bien d'autres sont des phrases que nous entendons constamment depuis l'aube de notre naissance, mais malheureusement nous les interprétons mal. Dites-moi, chère audience, d'après vous, qui sont les personnes qui se préoccupent le plus de notre intérêt? Je n'ai pas entendu. Voilà, vous l'avez dit vous-même. Nos parents sont les personnes qui se soucient le plus de nous et de notre intérêt. Et pour cela, ils n'hésitent pas à nous crier dessus et à nous dire des choses qui nous paraissent dures à accepter. Ils nous disent les choses sans artifice ni maquillage. Une preuve qui provient de mon foyer, de votre foyer et à notre foyer à tous, que les paroles sincères ne sont pas nécessairement élégantes. Passons au plan social et la relation pédagogique élève-professeur. On dit toujours que nos professeurs sont nos seconds parents et par conséquent, ils ne nous veulent que du bien. Pourtant, ils nous critiquent et nous grondent sans cesse, ce qui prouve, encore une fois, que les paroles sincères ne sont pas nécessairement élégantes. Sur le plan politique, les paroles élégantes sont rarement sincères. À cet égard, l'exemple des relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord. Les discours tenus de chacun des deux présidents des deux pays vont à l'encontre de la paix et de la coopération. Alors, chère audience et chers opposants, vous devez comprendre que les paroles sincères ne sont pas élégantes. De plus, laissez-moi évoquer un cas par lequel nous passerons tous, pas maintenant mais dans un proche futur. Les relations amoureuses entre jeunes commencent par des propos flatteurs et admiratifs. Je t'aime, que tu es belle, tu es l'amour de ma vie. Mais malheureusement,
elles finissent par des confrontations entre les deux parties. Au départ, ces relations peuvent aboutir à des liens sérieux, notamment le mariage, mais il faudrait laps d'un temps. Mais il faudrait que l'alliance soit effectuée et les confrontations et les problèmes et les échecs conjugaux commencent à cause de la non-sincérité des deux parties. Ce qui prouve pour la énième fois, chers opposants, que les paroles élégantes ne sont pas sincères et ne peuvent pas fonder la réalité des choses. Pour appuyer tout ce que j'ai dit, chère audience, je voudrais vous dire que les paroles élégantes mais pas sincères sont le fruit unique de l'imagination de l'homme et n'ont aucune part de vérité. Et comme l'a dit Georges Brock, je cite, « La vérité existe, on n'invente que le mensonge. » Merci mesdames et messieurs. Bon alors, par quoi commencer? Déjà, pour revenir au domaine de la politique. Moi, des politiciens très bons orateurs avec des discours très élégants, j'en connais pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est plus des tweets. Macron qui tweet, Trump qui tweet pour répondre, moi, c'est ce que je vois. Donc, je vois pas d'élégance dans les paroles. Et puis, si vous vouliez parler des anciens politiciens, me faites pas croire que Charles de Gaulle n'était pas sincère avec son célèbre Paris martyrisé, Paris brisé, mais Paris libéré. Donc, non. Pour monsieur avec enquête criminelle, là, merci pour l'émission Enquête criminelle. Mais moi, je me pose la question. Moi, je vois pas en quoi les paroles élégantes induisent à tous ces crimes abominables. Donc, si vous pouviez bien m'expliquer. Et puis, revenons-en au dictionnaire. D'après Larousse, la sincérité, c'est l'expression fidèle des sentiments réels de quelqu'un. Et puis, la sincérité, c'est adéquation entre réalité, ce que pense l'homme. Donc, si vous ne faites pas confiance à Larousse, vous pouvez changer de dictionnaire, mais vous me donnerez le nom de votre dictionnaire. Merci. Bon, allez. On va commencer quand même. En fait, les paroles élégamment sincères, c'est comme un sirop goût fraise. Je dis pas ça parce que mes parents sont pharmaciens, mais ça a en plus un rapport avec le fait que les paroles, comme les sirops, se boivent. Au début, le sirop vous est agréable en bouche, pas vrai? Mais très vite, le goût sucré de l'arôme fraise laisse place à l'amertume du produit. Au moins, vous l'aurez pas vomi, cette fois votre médicament. Et puis, entre-temps, il aura commencé à agir dans votre organisme. Dites-vous qu'avec les paroles, la similitude est parfaite. L'élégance, à l'instar de l'arôme fraise, a un effet d'envoûtement éphémère, vous l'aurez compris, pas sur votre palais, mais sur votre cerveau. Je séduis l'autre de ma parole, mais alors que reste-t-il après? Eh bien, seule la sincérité marque. L'homme a une oreille sélective, mesdames et messieurs. Une oreille qui donne sa préférence au verbiage qui nous flatte plutôt qu'aux vérités crues qui nous égratignent les tympans. Nous restons envers et contre tout des êtres humains narcissiques et puérils. Alors nous l'aimons, cette élégance. Nous l'aimons, cette élégance qui, comme lumière, fait briller la sincérité dans la parole, la met en exact, la souligne, la met en relief, la part pour lui donner plus d'importance. Parce qu'on la lui doit bien, cette sincérité, de la présenter aussi jolie que possible. Comme nous devons bien, dans le cadre de la diplomatie, ménager l'autre en lui faisant plaisir. Parce que oui, l'élégance plaît à ses sens, mais la sincérité plaît à son âme. Alors, on évite de le froisser, cet autre, en façonnant la vérité de manière à ce qu'elle puisse trouver grâce à ses yeux cet autre, de peur qu'il nous quitte cet autre. C'est avec que nul ne peut nier. L'homme tente de préserver l'autre en lui étant sincère et beau parleur à la fois, parce que l'homme ne peut pas vivre sans l'autre. On adore être ensemble. Ne serait-ce que pour se frotter nos cervelles et se branlouter pour se rassurer. C'est merveilleux, l'autre. Il n'est pas question de se priver du miracle, comme disait Emmanuel Lévinas, de l'autre. L'autre me sort de l'abîme de la solitude. Alors je m'accroche à cet autre. J'aime cet autre parce qu'il m'empêche de me retrouver avec moi-même. Alors je le retiens, cet autre. Je le retiens pour ne pas me faire rattraper par mes démons. Alors je lui parle à cet autre. Et puisque, comme disait Rimbaud, le véritable usage de la langue est celui de servir la sincérité, je lui suis sincère à cet autre. L'élégant parfum émanant de mes propos sincères me lie à cet autre. Alors, l'élégance comme invocation, l'élégance comme provocation, l'élégance comme vocation s'impose dans mon discours plus que jamais sincère. Ma délicatesse, ma diplomatie jouent un rôle prépondérant dans le ressenti de mes bonnes intentions. Je travaille mes mots, les sculpte et les taille comme ferait un joaillier avec son diamant, pour me donner plus de chances de rester avec l'autre. Parce que je ne peux pas être seule, non. Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? L'homme s'ennuie,
on est mal avec nous. Parce qu'on est chaotique, contradictoire, minable, répugnant, insipide. Alors, quitte à me mettre à nu, quitte à étaler ma sincérité devant les yeux de l'autre, si cela peut me sauver de moi-même, je le ferai. Je dirai autant de jolis mots que la langue en compte et de ma bouche ne découlera que sincérité. Merci. Dictionnaire Larousse, étrangement, c'est celui qu'on a utilisé. Désolé, cher opposant. Vous ne faites que divaguer. Et puis, pour ceux qui défendent la beauté des paroles, votre discours est bien irrespectueux. Et en ce qui concerne le crime dont nous avons parlé, je n'ai même pas envie de répondre, tellement c'est évident. Bon. Et bonjour, monsieur Ducorbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte avec votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. On se rappelle tous, ici présents dans cette salle, de cette fable que nous avions tous étudiée pendant nos années du primaire, du célèbre poète Jean de La Fontaine, qui a plusieurs morales à nous transmettre. Au prime abord, commençons par analyser cet extrait que je viens de citer. Au début, le renard a utilisé le mot « monsieur » pour appeler le corbeau, alors qu'on sait très bien que ce mot a été désigné au XVIe siècle pour la catégorie des nobles. Ensuite, il continue à le complimenter en utilisant les mots « beau » et « joli ». Il lui dit qu'il chante fabuleusement bien, qu'il est le plus bel habitant des bois. En plus, il l'a comparé au phénix qui est un oiseau extraordinaire. Oh, comme ces paroles sont très élégantes et très adorables à écouter. Mais malheureusement, elles ne sont que des mensonges. Car, d'après nos connaissances, le corbeau est un grand oiseau noir, un oiseau maudit qui a toujours une relation avec la mort et la sorcellerie. En plus de ça, il ne chante pas, mais croisse. En gros, ce n'est pas un oiseau raffiné qui n'a rien de comparable avec le phénix. D'ailleurs, après avoir pris le bout du fromage, le renard a dit en se moquant « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Donc, on déduit que la morale que le poète veut nous transmettre est que les personnes qui ne cessent de complimenter les autres ne sont pas vraies. C'est-à-dire que toutes leurs paroles bien maquillées ne représentent en aucun cas la réalité. Mais elles ne sont faites que pour obtenir quelque chose, comme le cas du fromage pour le renard. Un autre exemple pour étayer notre point de vue. Je vais commencer par une citation d'Angelina Chevalier qui est similaire à notre sujet. Les paroles ne sont pas toujours belles. Les belles paroles ne sont pas toujours vraies. Essayons d'appliquer le contexte de cette citation dans notre vie réelle, plus précisément nos relations d'amitié. Dans notre quotidien, on rencontre deux types de personnes. Premièrement, nos préférés, ceux qui appliquent le premier volet du sujet. En général, ce sont nos meilleurs et nos vrais amis. Ces gens-là sont des personnes sur qui on peut toujours compter, raconter des problèmes ou bien raconter des secrets ou bien des problèmes, car ils essaieront sans doute de trouver des solutions pour cela. En gros, ce sont des gens très proches de nous qu'on considère comme des frères et sœurs. Comme a dit le philosophe Aristote, le meilleur ami est celui qui veut le bien de son ami. Alors, ils veulent toujours que leurs camarades se sentent bien. Donc ne trouvez pas bizarre, mesdames et messieurs, que votre ami vous crie dessus, ou même vous parle d'un ton grave, ou même des fois vous blesse par la dureté de ses paroles, car ce n'est que dans votre intérêt, puisque vos paroles sont à 1000% vraies. Bon, à la fin, j'aimerais bien dire que notre débat touche malheureusement à sa fin. Je vais citer un proverbe qui résume tout ce que nous venons de dire. Mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit. Mesdames et messieurs, nous vivons aujourd'hui indéniablement dans un monde de guerre. Prenez-le au sens propre ou au sens figuré. Le fait est que nous nous battons tous les jours pour des multitudes de raisons. Mais ces guerres ne commencent pas par la violence, mais par le préjudice, l'intolérance et l'incapacité de voir le beau, le bon et le bien dans l'autre. Si nous voyons le pire dans l'autre, c'est exactement ce qu'il va nous montrer. Si nous jugeons une personne de l'extérieur, nous n'aurons jamais la chance de la connaître vraiment. Et nous perdons de vue ce qui importe vraiment, ce qui se passe ici et là. Si nous discréditons une parole juste parce qu'elle nous paraît trop belle ou trop élégante, alors nous sommes déjà passés à côté de sa sincérité et de sa valeur. Mesdames et messieurs, n'y a-t-il pas pire que la généralisation,
que de faire d'une exception une règle, que de mettre tout et tout le monde dans le même sac. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez fait, chers camarades, au long du débat. Et c'est exactement ce qu'a fait Lao Tzu en utilisant, notez-le bien, un présent de vérité générale, comme pour nous dire que cette assertion est une vérité inéluctable, valable pour tout temps, tout lieu, toute société, toute culture. Mais quelle aberration! Moi, ce que je vous dis, donnez le bénéfice du doute. Donnez le bénéfice du doute à ceux qui vous ouvrent leur esprit, à ceux qui vous aiment assez pour choisir le joli mot, la belle phrase et l'élégante réplique. C'est dans le temps, le soin qu'ils ont. C'est dans le temps, le soin et la peine qu'ils ont pris que vous verrez leur sincérité. Alors soyez beaux, soyez élégants, soyez sincères. L'un n'empêche pas l'autre. Merci.